Alex Pereira n'a laissé absolument aucune chance à Jiří Procházka. Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 303 ou plutôt le débrief du combat principal de l'UFC 303 parce que c'est vrai que la carte principale était plutôt décevante. Mais pas le main event qui opposait donc Alex Pereira à Jiří Procházka. C'est un rematch, le premier combat, vous vous en souvenez. Alex Pereira l'a remporté par KO technique dans la deuxième reprise. Il y avait des débats parce que c'est vrai que certains ont considéré que Marc Goddard a mis un terme au combat de manière assez prématurée. Cette fois-ci, il n'y a absolument aucun débat. Alex Pereira est bel et bien le plus fort des deux combattants. C'est peut-être la première fois que j'ai vu Jiří combattre contre nature, presque intimidé par la puissance exceptionnelle d'Alex Pereira. Généralement, c'est un bagarreur, il combat de manière assez décousue, il met énormément de pression à ses adversaires. C'est vrai qu'au premier combat, il y a des séquences où je trouvais que Jiří réussissait plutôt bien cet exercice-là, le fait d'avoir mis la pression à Alex Pereira. Il y a sur certaines séquences, il a réussi à l'acculer contre la cage. Je vous parle du premier combat et pas de ce deuxième-là, parce que justement, dans ce rematch, il n'a pas réussi ce qu'il avait réussi au premier combat. Alex Pereira, cette fois-ci, ne lui a pas laissé la moindre chance de lui mettre la pression. Il a essayé de contrôler un maximum le centre de la cage. Comme au premier combat et comme à son habitude, on sait qu'Alex Pereira, il apprécie envoyer des kicks aux jambes de ses adversaires pour démolir leurs jambes d'appui. Et donc, comment est-ce que je peux dire ça réduire leur mobilité et leur mouvement par la même occasion. On sait que Israel Adesanya, qui a affronté Alex Pereira de multiples reprises, il a dit qu'il n'avait jamais affronté dans sa vie un combattant qui était capable de dissimuler, on va dire, de cacher ce genre de kick. C'est un truc de fou. En fait, Adesanya n'arrivait pas à anticiper les kicks aux jambes que lui envoyait Alex Pereira parce qu'il ne les téléphone pas, en fait. Il les envoie avec une technique tellement impeccable que vous ne pouvez pas anticiper ces kicks. Et donc, Jiří Procházka, bon, il n'a jamais été connu pour sa défense, hein, y compris pour sa défense des kicks. Il n'a pas checké les kicks, il se les mange. Et notamment les calf kicks aussi, il se laissait manger pendant toute la durée du combat, pendant tout le premier round. Il a essayé de switcher de garde. D'ailleurs, je crois qu'il a commencé ce rematch-là en gaucher alors qu'on sait qu'il est droitier. Il a essayé de préserver un maximum sa jambe d'appui, mais il a eu tout le mal du monde pour contrer, trouver une solution face à ces kicks envoyés par Alex Pereira dans ses jambes. Et à un moment donné aussi, Alex connecte avec un middle au corps de Jiří Procházka. Bref, Jiří n'a pas existé dans ce combat. On l'a vu très rarement essayer de mettre la pression. Il combattait vraiment avec de l'appréhension, je pense, parce qu'au premier combat, il a goûté à la puissance incroyable d'Alex Pereira, il a goûté à son crochet du gauche et il n'avait pas envie de se le prendre dans ce rematch parce qu'il était conscient qu'il aurait pu faire dodo. D'ailleurs, ce qui m'a un petit peu inquiété dans l'avant-combat de la part de Jiří Procházka, c'est qu'il a justifié la victoire au premier combat de Poatan par de la magie noire. À partir du moment où un combattant ne prend pas assez de recul sur sa défaite et qui commence à chercher des excuses sorties nulle part comme Deontay Wilder, c'était le début de la fin pour Deontay Wilder. À partir du moment où il expliquait que Tyson Fury avait triché, il avait utilisé lui aussi de la magie, il a tenté de l'empoisonner, il a mis des objets coupants dans ses gants, c'était le début de la fin. Et j'ai pas envie de dire que c'est le début de la fin pour Jiří Procházka parce que à son précédent combat, il a roulé sur Alexander Rakic comme il avait l'habitude plutôt de rouler sur la majorité de ses adversaires. C'est juste qu'il est tombé sur trop fort pour lui. Il est tombé contre un combattant qui a le style parfait pour le faire déjouer. Jiří, je vous le disais tout à l'heure, il a combattu contre nature. Il a justement essayé de combattre en étant un peu plus intelligent peut-être, en respectant un peu plus la stratégie mise en place par son équipe. Il a tenté d'amener Pereira au sol. Il y a eu du cage control, il y a eu des phases de clinch, mais Pereira, il a eu une très bonne défense sur le cage control. Il a réussi à sortir du clinch. Quand il est sorti du clinch, moi je pensais qu'Jiří allait sortir du clinch avec un coup de coude. Mais encore une fois, peut-être qu'il était tellement intimidé par son crochet du gauche qu'il a combattu avec, comment dirais-je, il était beaucoup plus safe dans sa manière de combattre et ça ne fait pas partie de son style. C'est vrai que son style, on lui reproche souvent le fait qu'il a zéro défense, qu'il va à la bagarre, qu'il baisse ses mains. Mais en fait, c'est ses faiblesses, mais c'est ce qui fait aussi sa force. C'est un petit peu paradoxal. Jusqu'à présent, ça lui avait toujours réussi, mis à part contre quelques combattants, dont Alex Pereira. Et Alex, le crochet du gauche justement, son arme de prédilection qui connecte. En fait, c'est ça qui est fort.
c'est que l'un des rares moments où Jiri a essayé de combattre comme il avait l'habitude de combattre, où il a essayé de mettre la pression, où il a essayé de se montrer agressif envers Alex Pereira, c'était dans la fin du premier round, mais malheureusement pour lui, il s'est fait contrer par le crochet du gauche de Poatan et il a été sauvé par le gong. Parce que je pense honnêtement que si il restait encore 15 ou 20 secondes dans ce combat, ça aurait pu se finir sur cette séquence-là dans la fin de la première reprise. Et on a senti en fait que Jiri, il a jamais repris ses esprits après ce premier knockdown parce que la fin du combat, elle se fait dans le début du deuxième round et cette fois-ci avec un high kick. Mais d'une beauté incroyable. Je le disais sur Twitter, mais ce qui est fort avec Alex Pereira, en fait, on connaît son niveau de striking. Premier double champion de l'histoire du Glory Kickboxing. En fait, il n'y a personne qui peut rivaliser avec son striking. Mis à part Israel Adesanya, personne ne peut rivaliser avec le striking d'Alex Pereira. C'est encore plus vrai dans la catégorie des lourds légers. Il a tabassé la jambe d'appui de Jiri Prochazka pendant tout le combat. Il lui a mis un gros middle au corps. Et je peux vous dire que le middle, c'est sûr que Jiri Prochazka l'a senti. Et donc Jiri, il s'est dit quoi au moment où Alex Pereira a lancé sa jambe? Déjà, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il lance sa jambe gauche parce que Pereira est un droitier, il est en garde droitier. Donc c'est plutôt rare, on va dire. C'est pas exceptionnel, on a déjà vu ça plusieurs fois, mais je veux dire, Prochazka ne s'attendait pas à ce que Alex Pereira lance sa jambe gauche en high kick comme ça. Il s'attendait peut-être à ce qu'il lui mette un leg kick avec sa jambe droite ou avec sa jambe gauche. Il s'attendait peut-être à recevoir un middle au corps parce qu'on peut le voir si vous revoyez le ralenti du TKO, du knockdown qui mène au TKO. Vous voyez que Jiri Prochazka, il baisse ses mains parce qu'il essaye soit de choper la jambe d'Alex Pereira, soit de... non, c'était ça en fait. Il essayait vraiment de choper la jambe d'Alex Pereira pour stopper soit un potentiel middle, soit un kick au niveau de ses jambes. Mais l'intelligence et l'expérience d'Alex Pereira a fait la différence. Il est monté avec sa jambe, high kick. Prochazka est tombé par terre et ensuite il s'est fait terminer par un grand endpoint vicieux. Et vous avez dû voir les images après la fin du combat. Herb Dean décide de mettre un terme de manière assez logique. Là, il n'y a pas de stop prématuré comme c'était le cas au précédent combat. Herb Dean met un terme au combat. Jiri tente de se relever et il n'y arrive pas. Il titube. Il a deux doigts de tomber. Il s'est fait presque déconnecter. Il a peut-être perdu des années de vie. Ouais, parce que Pereira tape tellement fort. Son crochet du gauche, on n'avait peut-être jamais vu une arme aussi létale en sport de combat depuis le bras arrière de Deontay Wilder. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Le crochet du gauche de Pereira, vous allez peut-être y échapper une fois, deux fois maximum, mais si vous connectez une troisième fois avec son crochet du gauche, il y a de très très grandes chances pour que soit vous mangez un knockdown, soit que vous fassiez dodo tout simplement. Donc, et je voyais quelqu'un dire ça sur Twitter et cette personne a totalement raison, mais ce qui est fort aussi, c'est que Pereira, on n'a même pas le sentiment qu'il met de la force dans ses frappes. C'est pas des frappes comme ça, peu orthodoxes, où il donne tout. Non, c'est vraiment propre techniquement. Il est calme en fait, c'est ça qui est la puissance d'Alex Pereira. Mais je comprends que Jiri Prochazka justifie ça par de la magie parce que c'est presque surnaturel en fait. C'est presque de l'ordre du magique en vérité, c'est réel, c'est presque de l'ordre du magique parce que non, le mec est trop fort, il est vraiment extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup de mal de... je vois pas comment quelqu'un peut le battre, mais pour revenir à la puissance de Pereira, mais regardez ce qu'il a fait à Jamahal Hill. Le crochet du gauche qui déconnecte Jamahal Hill, qui lui aussi est un gros puncher. Regardez la tête de Jamahal Hill au moment où il se prend le knockdown après le crochet du gauche de Poatan. Regardez Sean Strickland aussi, comment il se fait éteindre par ce fameux crochet du gauche de Poatan. C'est une arme de destruction massive. Maintenant, la suite pour Pereira. Juste avant de parler de la suite, c'est vrai que j'ai ces statistiques devant moi. C'est ce que j'ai publié sur Twitter aussi. Mais donc il a commencé à l'UFC, j'ai les stats juste devant moi. Il a commencé à l'UFC en 2021. Donc ça fait même pas 3 ans qu'il est à l'UFC parce que c'était en novembre 2021. 9 combats. 8 victoires. Sa seule défaite, c'était contre Israel Adesanya. Et il lui a fait du mal, même dans ce rematch en MMA. Israel Adesanya, il était à 2 doigts de flancher aussi. Mais Adesanya, c'est un extraterrestre. Il a réussi à contrer de manière très brillante Pereira pour l'éteindre. À part cette défaite contre Adesanya à l'UFC, c'est parfait.
Il a battu 5 anciens champions, Jiří Procházka, Jamal Hill, Jan Blachowicz, Adesanya et Strickland. Il a gagné 2 fois la ceinture, en sachant qu'il a déjà gagné 2 fois la ceinture au Glory Kickboxing. Ce soir, c'était son 5e combat pour le titre, double champion UFC. À part Magomed Ankalaev, il reste plus rien déjà dans cette catégorie des lourds légers pour Alex Pereira, parce que Volkan Ozdemir, il est trop loin dans le classement. Il est 9e, même si on sait que Volkan Ozdemir, il revient assez bien dans la catégorie des lourds légers. Anthony Smith, il s'est fait battre ce soir. C'était par qui? Ah oui, par Roman Dolidze, j'avais carrément oublié. Il s'est fait battre par Roman Dolidze, Anthony Smith. Je regarde un petit peu le ranking. Johnny Walker, il s'est fait battre par Volkan Ozdemir. Rakic s'est fait battre par Jiří. Blachowicz s'est déjà fait battre par Poatan. Jamal Hill, pareil. Jiří Procházka, 2 fois battu par Poatan. Donc il ne reste plus que Magomed Ankalaev qui vient de battre Johnny Walker. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que c'est un combat divertissant? Est-ce que c'est un combat spectaculaire, plaisant? Est-ce que l'UFC va vraiment vouloir mettre en place cette opposition? Je ne pense pas que Pereira, lui, veuille absolument affronter Magomed Ankalaev, parce que déjà, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un combat vendeur, contrairement à un Pereira Procházka. Et puis Ankalaev, c'est dangereux quand même. Stylistiquement parlant, c'est peut-être le seul combattant dans la catégorie des lourds légers qui est capable d'amener Pereira au sol. On sait que le sol pour Pereira, c'est pas son, c'est pas, on va dire, le grappling, c'est pas sa discipline de prédilection. Même si on a l'impression que sa défense des amenés au sol s'améliore pas mal. Donc si en plus d'être au-dessus de la mêlée en termes de striking pur, si en plus de cela il a une excellente défense des takedowns, alors là même Magomed Ankalaev, je donne pas cher de sa peau contre Pereira. Mais en tout cas, sportivement parlant, Magomed Ankalaev, c'est certainement le défi le plus challengeant dans cette catégorie des lourds légers pour Pereira. Après, reste à savoir si l'UFC va vraiment vouloir mettre en place cette affiche-là. On sait que Pereira, il l'a encore répété ce soir. Lui, son ambition, c'est de monter en catégorie, aller combattre chez les poids lourds. Et honnêtement, chez les poids lourds, un Cyril Gane, Alex Pereira, ça peut être super intéressant. Selon les rumeurs, Benoît Saint-Denis va affronter Renato Moicano, et potentiellement en main event. Mais imaginons maintenant que Cyril Gane est prêt à affronter Alex Pereira chez les poids lourds, ça passe en main event. Cyril Gane, Alex Pereira chez les poids lourds, ça passe en main event directement. D'un UFC Paris en plus de cela, ce serait top. Mais je crois que Pereira, désolé pour les Parisiens qui me suivent, mais Pereira est trop grand, trop important pour l'UFC Paris. Il ne va pas combattre pour une ceinture intérimaire parce que Thomas Spinal est déjà le champion intérimaire. John Jones est le vrai champion. Donc voilà, je doute vraiment que Alex Pereira accepte d'affronter Cyril Gane chez les poids lourds à l'UFC Paris sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un titre intérimaire en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense vraiment que Pereira a ses chances chez les poids lourds, parce que déjà on a vu qu'après réhydratation, avant ce rematch contre Jiří Procházka, il est monté à 104 kg. Il est passé en quelques heures de 93 à 104 kg. Donc je ne serais vraiment pas étonné qu'avec un régime alimentaire de type poids lourd, il puisse peser jusqu'à 110 kg. Il a de la puissance. On a vu qu'il éteint la majorité des lourds légers. Donc franchement, ce serait fou de voir Alex Pereira aller peut-être glaner une 3e ceinture à l'UFC, aller chez les poids lourds, peut-être après la retraite de John Bones Jones. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, ce qu'il faut que je dise, c'est que Pereira, il s'impose lentement, mais sûrement comme une superstar à l'UFC. Enfin, j'ai même l'impression que à l'heure actuelle, c'est une superstar à l'UFC, de par son statut de double champion UFC, ou plutôt de champion chez les lourds légers, mais il a gagné une précédente ceinture dans l'organisation. Il est spectaculaire, il est divertissant, marketingment parlant, businessment parlant, il est très fort aussi avec son chama. Il est sympathique, il est populaire. Alex Pereira, il a absolument tout ce qu'il faut pour être une superstar à l'UFC. Il a accepté d'affronter Jiří Procházka avec un short notice de 2 semaines en remplacement de Conor McGregor vs Michael Chandler. Il a sauvé l'UFC 303 et rien que pour ça, il faut lui tirer notre chapeau. Maintenant, j'ai peur pour l'avenir de Jiří Procházka parce que j'ai vraiment l'impression que Pereira lui a aspiré son âme, et s'il commence à combattre avec de l'appréhension comme c'était le cas dans ce rematch contre Pereira, je donne pas cher de sa peau, parce qu'on savait que défensivement, Procházka, c'est quelqu'un qui est, il a quasiment zéro défense, il prend énormément de coups à chacun de ses combats, et j'ai peur que son menton soit entamé après ces deux combats contre
Alex Poatan Pereira. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce combat principal de l'UFC 303. Malheureusement, vous l'avez vu, mais un petit peu plus tôt dans la soirée, Yanis Ghemmouri s'est incliné de manière assez nette face à Peyton Talbot après 19 secondes. Donc TKO au premier round, ça s'annonce compliqué pour le pauvre Yanis Ghemmouri qui sortait en plus de cela d'une défaite contre William Gomis avec la façon avec laquelle ça s'est fait. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'était une façon assez polémique. Mais ouais, ça s'annonce compliqué pour Yanis Ghemmouri. En plus de cela, combat contre Vinicius Oliveira, comment dirais-je, annulé en raison d'une blessure de Yanis Ghemmouri. Donc ça sent, j'ai pas envie de dire que ça sent le roussi pour Yanis Ghemmouri. En tout cas, lui envoie énormément de force et on espère qu'il pourra rebondir après cette défaite contre Peyton Talbot. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.